Bonjour, je suis Claire, coach certifiée spécialisée dans les hauts potentiels et bienvenue à tous dans Atypique People. Atypique People, c'est le premier podcast qui donne la parole à tous ceux qui se sont toujours sentis en décalage, les zèbres. On les nomme aussi hauts potentiels, surdoués ou encore précoces. Et leur QI est bien souvent aussi démesuré que leur vie. Ici, vous découvrirez leurs témoignages inédits, vous rirez peut-être, parfois même ils vous toucheront, mais ils ne vous laisseront jamais indifférents, car ils sont si différents. Parce que la différence se partage, bon voyage dans le monde sensationnel des atypiques avec Atypique People. Cette semaine, on parle d'accompagnement. Alors comment accompagne-t-on une personne haut potentiel ? Faut-il ou ne faut-il pas passer le test ? Quelles sont les méthodes pour se sentir mieux dans sa vie ? Autant de questions qu'on a envie de poser à une experte. Et je suis ravie de partager mon échange avec une spécialiste de la douance, une grande dame, comme disait Adriana Carambeu dans l'épisode précédent. J'aurais presque envie de dire la spécialiste, mais elle me reprendrait sûrement en me citant d'autres noms de ses confrères comme Olivier Revol. Pourtant, elle est l'un des visages de la douance en France, c'est Jeanne Siot-Fachin. Je vous propose de vous installer tranquillement dans votre fauteuil pour assister à un moment privilégié avec The Psy. Jeanne est psychologue, clinicienne et depuis 30 années, elle observe, étudie, accompagne, cherche des réponses, met en place des solutions, se bat pour tous les atypiques pour que la différence ne soit plus perçue comme une faiblesse. Passionnée, elle est, comme elle le dit elle-même, pleinement dans sa mission de vie. Elle est l'auteure du best-seller Trop intelligent pour être heureux, le livre qui a révélé tant de zèbres et aussi l'inventrice de ce terme zèbre. Vous allez découvrir son parcours, ses réflexions sur la meilleure approche psychologique que les hauts potentiels ont besoin et surtout, elle vous livrera certaines méthodes et certaines clés. Avec Jeanne, on pourrait parler des heures, c'est un puits de savoir sur le sujet. Et Jeanne, pour moi, c'est un peu comme si je rencontrais l'une de mes mentors qui ignore qu'elle est mon mentor. J'ai dévoré tous ses livres depuis des années et mercredi, elle sort son dernier livre écrit pendant le confinement, Grandir, vivre et devenir. Et en avant-première, elle est avec nous. Donc je file la rejoindre dans Paris, c'est parti. Bonjour Jeanne. Bonjour, ravie d'être là. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on est où ici ? Nous sommes dans ton cabinet, là où tu reçois ? Absolument. On est dans mon bureau, auquel je tiens beaucoup parce que je trouve qu'un endroit où on reçoit, c'est un endroit où on permet aux personnes de se poser et de déposer quelque chose. Donc en particulier, j'aime beaucoup cette table en chêne massif qui nous ancre d'une certaine façon dans une posture intérieure, bien évidemment, pour se relier à la fois à nos racines et à nos ailes. À la terre et au ciel. Absolument. C'est un peu ça, ok. Merci beaucoup de nous apporter ce petit éclairage sur ce lieu. On va parler aujourd'hui d'accompagnement spécifiquement, mais avant de parler d'accompagnement des personnalités atypiques, j'ai envie de te poser une question. Toi, quel a été le déclic dans ton parcours où tu t'es dit « j'ai envie » d'accompagner ces personnes-là. Évidemment, tu ne fais pas que ça, mais quel a été le déclic si tu arrives à te souvenir ? Ah mais je m'en souviens très bien parce qu'en réalité, je n'ai jamais eu envie. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, moi, j'ai démarré cette nouvelle tranche de vie de psychologie dans un laboratoire de recherche sur le fonctionnement intellectuel à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris et avec un homme exceptionnel qui est vraiment mon mentor, qui est le professeur Bernard Gibello. Dans ce laboratoire, on recevait essentiellement des adolescents qui étaient dans des graves difficultés scolaires, dans des lourdes souffrances psychologiques, qui avaient multi-consulté et qui venaient là pour qu'on puisse vraiment faire des bilans archi complets, comme on a la possibilité de le faire à l'hôpital pendant des journées entières, pour essayer à la loupe d'aller dans tous les recoins et de savoir comment on allait, comprendre ce qui se passait vraiment, et deux, comment on allait les accompagner précisément. Et puis, à cette époque-là, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les déficients, donc ceux qui avaient moins. Et c'est à force de rencontrer des adolescents qui avaient des scores extrêmement élevés sur les échelles d'intelligence et qui pourtant étaient dans des fracas scolaires, mais surtout dans des souffrances psychologiques d'une sévérité dingue, que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, j'ai été, tu vois, ça me donne la chair de poule rien que de t'en parler aujourd'hui. Des années après, tu vois, je te parle de ça, c'était en 1996. Tu vois, c'est vieux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Et donc j'ai posé la question au professeur Gibello à l'époque, qui, comme toujours, parce que c'était son talent, m'a regardé et m'a dit, mais eh bien, cherchez maintenant. On aurait cru dans tu sais, la fable de la fourmi, de la fontaine, ouais. Oui. Et tu vois, c'était pas bien chanter maintenant avec la cigale, mais c'était bien chercher maintenant, parce que c'était son principe. C'est-à-dire, tu comprends pas quelque chose, vas-y, cherche, lis, comprends, réfléchis, et après on en reparle. Et ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Donc effectivement, je me suis retournée autour de moi. Mais il n'y avait aucun livre de psychologie vraiment, tu vois, de mécanisme psychologique, de qu'est-ce qui se passait, comment ça fonctionnait. Ouais. Mais rien. Et évidemment, Gibello, qui ne s'arrête jamais à un seul défi, m'a dit 2 ou 3 jours après. Et puis là, dans 6 mois, il y a un gros congrès au Comité national de l'enfance. Venez, je vous ai mis sur les listes comme oratrice pour venir parler du profil de ces enfants. J'ai hurlé, je lui ai dit, mais je n'y connais rien. Il m'a dit, pas de problème, dans 6 mois, vous saurez. Voilà, donc voilà comment je suis venue à ça. Tu vois, mon angle, ça a été d'être la surprise de ce paradoxe, en effet. Le fait d'être touchée par cette souffrance étonnante, a priori, quand on ne connaît pas du tout ces profils. Et puis le défi de trouver des réponses à toutes ces questions. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée à ces profils-là. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre. 2002. Qui est sorti en 2002, absolument. L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir. Et c'est dans ce premier livre que j'ai écrit par hasard qu'on pouvait les appeler les zèbres pour sortir de toutes ces terminologies connotées. Tout ça parce que c'était une discussion fun avec des directeurs d'établissement. Enfin, vraiment, c'était totalement anecdotique. Et pour une raison qui m'a amplement dépassée. Totalement. Ce zèbre est devenu un nom commun jusqu'à entrer, là, comme tu le sais probablement, en 2021, dans le Petit Larousse, alors que je n'étais absolument pas au courant. Hein, enfin, un truc de dingue. Et c'est 20 ans plus tard, quasiment 20 ans, enfin 19 ans, il est sorti en 2002. Oui, c'est ça, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, c'est incroyable. Tu as introduit le mot zèbre dans le Petit Larousse et nombre de groupes qui s'appellent Zébra quelque chose ou qui sont repris aussi par la profession, pas uniquement... Mais bien sûr, et de bouquins qui sont sortis. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est curieux, ce qui est rigolo d'ailleurs, alors je suis en train de me le réapproprier. C'est-à-dire que moi, j'avais écrit ça, puis je le réécris dans ce livre dont tu parlais, Trop intelligent pour être heureux, avec ce fameux point d'interrogation qui est un questionnement et non pas une affirmation bien comme on a quelquefois voulu me le faire dire. Mais moi, jamais je n'ai utilisé ce mot dans mes conférences, dans mes interviews. Je parlais toujours de surdoués, de haut potentiel, etc. En disant que oui, que moi j'avais pris pour habitude de les appeler les zèbres, mais je ne l'utilisais pas ce mot. Ce sont les autres qui l'ont utilisé. Alors maintenant, je suis en train petit à petit de me le réapproprier et ça me fait bizarre d'ailleurs. Parce que c'est pas du tout mon habitude depuis 20 ans. Et souvent, je n'arrive même pas à l'utiliser, ça me fait bizarre parce que je trouve ça presque un peu ridicule parfois. Toi, c'est drôle quand même, hein, comme aventure de vie. Absolument. Juste, je voudrais préciser pour les auditeurs, tous ces termes sont équivalents. Bien sûr. Hein, c'est-à-dire que qu'on parle de zèbre, qu'on parle de HP pour haut potentiel, qu'on parle de douance, qu'on parle de surdoué, qu'on parle même d'élèves ou d'enfants précoces, c'est exactement la même chose et ça recouvre toujours le tableau clinique, c'est-à-dire la même articulation de caractéristiques communes à ces profils-là, que sont la puissance de la pensée et de l'intelligence, la rapidité et toute cette capacité à analyser à très grande vitesse et à 360 degrés, la puissance de la réceptivité au niveau des sens, c'est-à-dire les 5 sens exacerbés, voir ce que les autres ne voient pas, entendre ce que les autres n'entendent pas, ressentir ce que les autres ne ressentent pas, donc vraiment vibrer au moindre murmure du monde, hein, donc avec cette forme de porosité à l'environnement. Et le troisième axe, qui est l'émotion, ou plus exactement, que sont les compétences émotionnelles, qu'on sait très élevées dans cette population-là, et qui pour autant sont... extravertis ou introvertis, c'est-à-dire que certains profils de zèbres, puisque je peux tenter d'utiliser le terme, certains profils de zèbres vont bloquer
et verrouiller leurs émotions Mhm. pour des tas de raisons au niveau de leur parcours Mhm. et qu'ils ont considéré que c'était plus facile de moins ressentir pour moins souffrir pour ceux qui n'allaient pas bien. Est-ce qu'on peut parler de dissociation là? Est-ce que c'est... On peut parler en tout cas de désaffectivation, c'est-à-dire que D'accord. en fait une espèce de deuil d'une partie de soi. D'accord. Tu Ok. vois, comme un truc voilà, qui s'est éteint. Et ça donne une personnalité bancale et qui va surinvestir. Et on les voit vraiment, ces profils de zèbres qu'on n'accompagne pas du tout pareil. Des profils de personnalité qui surinvestissent la sphère intellectuelle, donc qui vont plutôt surinvestir les parcours de réussite académique pour... Compétiteurs. Oui, c'est ça, pour se sentir finalement à leur place, tu vois, mais au détriment d'une grande partie d'eux-mêmes. Ce qui crée d'ailleurs ces formes de pseudo-bagarres entre des pseudo-camps qui disent non, mais les émotions ne caractérisent pas les zèbres ou les autres, dont moi, par observation et par 30 ans d'expérience, qui disent bien sûr que oui, les émotions sont omniprésentes chez les zèbres. Ouais. Mais c'est pas parce qu'elles sont omniprésentes qu'elles sont actives. Elles peuvent être désactivées, comme si tu dépluguais, comme si tu débranchais une prise. Tu vois, donc tu as plus toute cette alimentation émotionnelle. C'est comme s'ils s'anesthésiaient eux-mêmes. Exactement. C'est un anesthésiant Exactement. qu'ils ont C'est- trouvé. Exactement. Ok. Mais du coup, il fonctionne de façon bancale. Et juste par rapport à l'accompagnement, justement, je me souviens d'un jeune zèbre, jeune adulte, une vingtaine d'années, qui me disait, je me suis tellement coupée de mes émotions qu'aujourd'hui, même un peu comme les autistes Asperger, et là on n'était pas du tout, que dans mes relations sociales, je regarde et j'observe comment les autres réagissent pour copier, pour faire la même chose, parce que j'ai tellement plus cette jauge émotionnelle en moi qui m'aide à m'ajuster que je suis obligée de calquer mon comportement sur ce que j'imite chez les autres. D'accord. Ou un autre adulte archi surdoué qui me disait nous on est des handicapés des émotions. Tu vois, donc toutes ces terminologies qui sont quand même très fortes Ouais, bien et sûr. qui sont très touchantes. Et alors, justement, toi, parce qu'en fait, je vais surtout pas dire qu'il y a deux types de HT, mais il y a quand même les HP qui vont bien et les HP qui vont mal. C'est assez réducteur, mais ceux qui vont plutôt bien, pourquoi? Alors je me suis beaucoup posé cette question. Qu'est-ce qui fait qu'un surdoué ou qu'un zèbre qui va bien, va bien? C'est vraiment quelque chose, c'est une question récurrente pour moi depuis très très longtemps, mais depuis des années et des années. Et alors, je dois à la réalité de dire, pour l'avoir partagé avec beaucoup de mes confrères et avoir aussi testé cette question-là auprès de populations de HP qui vont bien, ou de le tester auprès de chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine-là, le plus souvent à l'international, parce qu'en France, il n'y a quand même pas beaucoup de travaux. Oui, bien sûr. Et la réponse est d'une banalité, mais affligeante. C'est-à-dire que c'est enfoncer les portes ouvertes. Un HP qui va bien, il y a deux grandes choses qui permettent à un HP d'aller bien. C'est oh surprise merveilleuse, l'environnement affectif dans lequel il a grandi et son sentiment de sécurité interne. C'est-à-dire, est-ce qu'il se sent suffisamment solide à l'intérieur de soi? Ça veut dire, est-ce qu'il a été suffisamment aimé pour ce qu'il était, d'un amour inconditionnel, ce qui veut dire, qui que tu sois, je t'aime et je serai toujours là pour toi. Et c'est ça qui permet de donner ce sentiment de sécurité qui est majeur dans l'équilibre psychologique. Et ça, tous les travaux, en revanche, le valident à 1000%. Donc, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quel a été l'état de son parcours scolaire en particulier. C'est-à-dire, est-ce que l'école a été pour lui un creuset d'épanouissement parce qu'il y a trouvé son compte, soit parce qu'il a rencontré des profs suffisamment ouverts qui lui ont permis d'avancer à peu près à son rythme et en répondant à ses besoins, et que lui, il y a aussi trouvé son compte parce qu'il allait bien. Tu vois, tout ça, c'est un cercle vertueux. Que comme il allait bien, il s'est fait des copains, et que même si c'était des copains qui n'avaient pas le même fonctionnement que lui, eh bien c'était des copains, il y avait celui avec qui il partageait le foot ou les poupées Barbie, ou la passion pour les étoiles, ou la passion pour la lecture, ou la passion pour aller gratter dans le sable justement, ou n'importe quoi. Tu vois, des diversités de profils d'amis, comme c'est bien plus sain de l'avoir. Et donc finalement, ces enfants qui ont eu ces deux pôles essentiels pour grandir et aller bien, de sécurité affective interne et de possibilité d'épanouissement scolaire et social grâce au parcours scolaire, ceux-là, ils vont bien. Ouais, ils vont bien et ils tracent leur route et puis ils font leur choix. Tu vois, par exemple, je pense à un ado qui va bien, qui allait bien, qui va bien,
qui va toujours bien, qui a 30 ans aujourd'hui, Oui. qui était un garçon qui était très surdoué, qui néanmoins, tu vois, quand on le rencontrait quand même un petit peu autour de 14 ans, il me disait « j'en peux plus, j'ai l'impression d'user ma maturité ». Parce qu'il se sentait en décalage quand même avec les autres, tu vois, en termes de maturité. En plus, il n'était pas du tout en avance au niveau de la puberté. Alors, c'était très compliqué. Il y avait un micmac là, pas simple à vivre pour lui. Et de lui-même, il voulait être médecin depuis très longtemps. Et il a décidé de ne pas faire médecine en considérant qu'il était incapable de passer 1 an, voire 2, à apprendre par cœur des choses inutiles et que le métier de médecin, c'était pas ça. Mais il a renoncé à ça sans amertume, c'est-à-dire par lucidité de soi. Oui, par conscience de qui par il était, conscience, tu vois, par discernement. Besoins. C'est ça qui est génial quand tu vas bien. Tu vois, tu peux renoncer et dire non, ça, c'est pas fait pour moi, mais c'est pas grave, il y a des tas de choses que je peux faire. Oui, bien sûr. C'est la différence avec le HP qui va pas bien, en fait. Bah on ouais. se trouve là, sur bah ce ouais, point-là. absolument. Et du coup, cet ado donc, est aujourd'hui un jeune adulte de 30 ans. Et c'est marrant parce qu'il a monté une start-up dans le domaine de la nutri-santé. Tu vois, donc tu vois, c'est drôle. Ouais, surtout que ce garçon, quand il était petit, il disait qu'il fallait absolument utiliser la sauge parce que la sauge, c'était quelque chose qui était très important dans... Bah, tu vois, il n'en savait rien du tout, il avait 8 ans. Tu vois, c'est drôle. Et aujourd'hui, il fait de la nutri-santé avec des plantes, des trucs comme ça. Bon, bref, qui marche archi bien. Et il est archi heureux de faire ça. Oui, tu vois, ça a un sens pour lui, en fait. Voilà, tout a un sens. Donc, tu vois, c'est ça un HP qui va bien. Et un HP qui va bien, moi, j'adore les HP qui va bien. Ce sont des personnages... assez fascinant, pas à cause de l'intelligence comme on pourrait le penser, parce que ou comme dans la série HPI qui va tout résoudre comme ça en un clin d'œil, c'est pas ça, c'est de la caricature, peu importe, mais en fait ce sont des personnalités qui brillent de plein de trucs, qui sont vifs, qui sont alertes, qui sont drôles, qui sont sympas, qui s'ajustent, on dirait des chats, tu vois, pas des zèbres justement, ils s'adaptent en permanence, ils retombent sur leurs pattes, tu vois, il y a quelque chose de la fluidité, du plaisir à vivre, et puis il y a quelque chose de très frappant chez les HP qui vont bien, c'est leur leadership, leur charisme, tu vois, la contagion émotionnelle, tu vois, c'est vraiment des personnalités qui t'aspirent, qui t'attirent, qui sont capables de pénétrer à l'intérieur de toi assez facilement, de tout capter, quoi. Oui, mais de tout capter sans te vampiriser. Tu vois, qui captent, donc qui s'ajustent à toi, qui sont sympathiques, qui sont chaleureux, qui ont des valeurs fortes, mais et qui ne les empêchent pas de vivre, mais au contraire, qui les alimentent de valeurs d'engagement précieux pour... tu vois, c'est... des valeurs comme ça qui sont vraiment précieuses pour le sens de la vie. Donc ça, c'est les HP qui vont bien. Et puis bien sûr ceux qui vont mal, donc c'est ceux qui pour des tas de raisons n'ont pas pu déployer ce sentiment de sécurité interne, donc ils sont tout le temps en équilibre, ils ont du mal à construire une image d'eux-mêmes stable, suivant ce que l'environnement leur envoie, ils vont se sentir pas assez ceci, trop cela, ils vont avoir du mal à se flexibiliser, et précisément parce que plus tu vas bien, plus tu es souple. C'est comme le chêne et... Tu vois, décidément, je suis avec les fables de La Fontaine aujourd'hui. Oui. C'est comme le chêne et le roseau. Oui, tu vois, plus tu vas bien, plus tu es comme le roseau. Tu es souple, tu plies, voilà, tu plies mais tu romps pas. Tu vois, tu plies, mais tu vas avec la vie, avec le vent, avec les courants, etc. Moins tu vas bien, plus tu es rigide. Et en psychologie, on sait que la flexibilité psychologique est probablement l'atout principal de l'équilibre psychologique. Donc on voit bien l'équilibre. Tu vois, quand on dit celui-là, il est équilibré, ben, c'est parce que tout est une question d'équilibre au niveau de la psychologie. Tu vois ? Elle est super cette image. Ouais. Elle est super. Et du coup, ceux qui vont pas bien, ils sont souvent dans des formes de rigidité parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas savoir faire par eux-mêmes. Ils ont peur de ne pas y arriver. Tout d'un coup, ils y arrivent. Ils ne savent plus très bien si c'est grâce à eux ou parce que c'était facile ou que c'était l'environnement. Ils ont du mal à s'ajuster aux autres. Du coup, ils se sentent soit rejetés, soit ils font les cons et ils sont plutôt dans des bagarres, des conflits ou des modes condescendants, certains. Tu vois,
Et du coup, forcément, ils sont en rupture avec les autres, ils sont perdus dans leur perspective d'avenir et de projets personnels de vie. En fait, ils grandissent bancals. Ouais. Tu vois, ils grandissent quelquefois avec des images d'eux-mêmes qui sont sous forme de pulse, avec des bouts d'images de soi. Donc, de temps en temps, ils jouent sur cette image-là parce qu'ils se ressentent comme ça. Et puis, tout d'un coup, autre chose, tu vois, avec jamais d'image claire et d'image globale. Et les souffrances peuvent être archi sévères. Ouais. Les souffrances peuvent être archi sévères. D'abord, moi, je ne peux pas dire le contraire, puisque c'est par la souffrance que je me suis intéressée à cette population-là. Par exemple, d'adolescents qui étaient tellement en péril de sentiments d'eux-mêmes, d'identité de soi, de malaise et de mal-être avec les autres, et bien sûr avec l'école. Si tu vas voir un psy pas du tout formé à ces particularités, comme tous les êtres humains, on a chacun un cadre pour comprendre le monde. On a chacun des lunettes pour comprendre le monde. Si tu n'as pas cette paire de lunettes, tu vas mettre les lunettes que tu as à disposition. Et dans tes lunettes à dispo, eh ben, tu vas avoir des tableaux cliniques pathologiques. Tu vas avoir des tableaux de phobie scolaire classique, des tableaux de schizophrénie, des tableaux de troubles psychotiques, des tableaux de troubles du comportement, des tas de tableaux psychiatriques qui n'ont rien à voir avec l'enfant. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ce gosse ? On va le mettre quelquefois, pour certains, dans les cas les plus sévères, évidemment, à l'hôpital, où ça ne va rien changer. Le gosse, il va ressortir de l'hôpital plus fracassé encore que ce qu'il n'était rentré, avec des équipes soignantes qui n'ont rien compris, ils ne comprenaient pas avant, ils n'ont pas compris pendant, ils ne comprennent pas après. Et que si ces enfants ou ces adolescents-là ou ces adultes-là ne rencontrent pas un jour un psy plus éclairé et qui se dit « Ah, mais il y a peut-être une autre hypothèse qui pourrait permettre de comprendre pourquoi vous vous êtes toujours senti comme ci, comme ça, pourquoi vous voyez le monde comme ci, comme ça, pourquoi on vous dit toujours que vous n'êtes pas assez ou tellement trop, pourquoi vous réagissez au quart de tour dans telle ou telle situation, pourquoi, etc. » Eh bien là, combien de fois j'ai entendu des adultes en particulier dire à l'issue d'un bilan « Mais un voile s'est déchiré !» Ouais, et instantanément, il se passe quelque chose là. Ah ouais, instantanément, il se passe quelque chose, mais il se passe une double chose. Il se passe à la fois un immense soulagement de « Waouh, c'était donc ça !» Tu vois. Et là, en termes d'accompagnement, la première proposition, c'est d'inviter et d'accompagner parfois ces personnes-là à revisiter leur vie, un peu comme si tu retournais dans un musée. Dans lequel tu es déjà allé. Donc tu connais les tableaux, tu connais les images de ta vie, mais tu changes les légendes. D'accord. Tu vois, donc tu mets une autre interprétation. Et ça change tout. Tu vois, tu revisites ta vie autrement. Déjà, c'est un premier pas vers la réconciliation avec soi-même, dans le fond. Et puis, il y a une deuxième chose qui est quasi systématique, c'est la colère. Envers qui ? Soi ou les autres ? Beaucoup envers les autres. Les parents. Beaucoup envers les autres. Évidemment, les parents qui sont toujours les premiers visés sont dans le collimateur, mais comment ils ne s'en sont pas rendus compte, comment ils n'ont pas compris, comment ils n'ont pas su m'aider, si j'avais su quand j'étais petit, ça aurait changé ma vie. Et même, j'en ai vu encore hier, un adulte qui me disait, mais en fait, quand j'étais petit, j'étais hyper turbulent, mais en même temps, j'avais d'archi bons résultats à l'école. Je suis allée voir un psy scolaire, j'ai fait un test sur un coin de bureau. On m'a dit que j'avais un QI de 140. On m'a dit à moi, puis on l'a dit à mes parents, et puis rien. On n'a rien dit. On disait rien aux enfants. On disait simplement, ah bah ça va, il peut suivre à l'école. Point. Il n'y avait aucun décodage. Bien sûr. Tu vois, aucun mode d'emploi. Il n'y avait rien. Rien. Absolument rien. C'est ça qui a archi changé. Tu vois, c'est-à-dire que maintenant, on essaye le mieux possible de donner un mode d'emploi. Donc la colère, elle est par rapport à tout ça. Et puis, c'est aussi... à l'ignorance, en fait. Ouais, et puis c'est aussi une colère de se dire, suivant l'âge de la personne... mais alors, j'ai gâché ma vie, j'aurais pu faire d'autres études, j'aurais pu avoir un autre parcours... Mais tu vois, toutes les réactions sont possibles. Moi, mon plus vieux patient a 83 ans et il a fait son bilan, il en avait 82. Un vieux monsieur, mais je l'adore, j'ai envie de lui faire des bisous tout le temps, même en ce moment. Et il me dit, moi j'adore ça, il me dit, vous voyez Jeanne, maintenant, grâce à vous, tous les matins, j'ouvre mes volets et je vois les couleurs de la vie. Tu vois ? C'est génial. Et il me dit, et même si j'ai plus que 2 ans, 3 ans, 10 ans à vivre, je m'en fous, maintenant je les vois. C'est magnifique, tu vois.
Voilà, sûr. et c'est tout ça qui m'anime, moi. C'est tout ça qui me paraît très important dans l'accompagnement. Et alors, justement, j'ai interviewé Adriana Carambeu. Ah, mais je l'aime tellement, Adriana. Et donc Adriana, elle a été diffusée la semaine dernière et donc on est revenu ensemble sur ce fameux jour où elle a passé avec Michel Simès son test de QI avec toi et c'était en 2014, donc c'est 6 ans après. Elle continue à me dire mais je n'y crois pas. Je n'y Oui. crois pas. Mais c'est bien sûr, elle n'y croit pas parce que en fait, d'abord, c'était très émouvant la séquence où Adriana Carambeu a compris qu'elle avait ce fonctionnement-là. Elle en a pleuré sous les caméras, tu vois. C'est pas évident parce que on était vraiment en direct. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un compte rendu en direct de son bilan. Je n'en avais pas parlé avant, j'en avais parlé à personne à la prod. C'était ma condition pour faire cette émission. Et je savais pas du tout ce qu'on allait trouver. Oui, d'accord. Donc je leur ai demandé de jouer le jeu et ils l'ont fait. Et quand j'ai dit ça à Adriana Carambeu, ça a été une espèce de déflagration émotionnelle. Et elle avait tellement grandi avec l'idée qu'elle était nulle, qu'elle était conne, qu'elle n'était pas intelligente, de Sois belle et tais-toi. Et d'ailleurs, elle a fait beaucoup de parcours professionnels avec le Sois belle. Et que je suis ravie qu'aujourd'hui elle parle beaucoup et qu'elle dise beaucoup de choses intelligentes parce que bien évidemment elle est très belle et elle est très 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 intelligente et j'adore Adriana, c'est ma chouchoute. Ouais, c'est ta chouchoute et il y avait Michel à côté, Michel Simès qui a eu une réaction tout autre, beaucoup plus, il a utilisé le pendant de l'humour. Ben oui, c'est-à-dire que lui, il a utilisé totalement ce pendant dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la défense par la cognition, donc de faire de l'humour qui est très fréquent chez les HP. L'humour, c'est la manipulation cognitive des émotions. Donc on comprend très bien que quand tu as des émotions comme ça à fleur de peau, parce que Michel, il n'était pas bien sur un plan émotionnel non plus, hein. Tu vois, il en menait pas large, hein. Et que sa seule possibilité de se sentir à sa place à lui, c'est d'en jouer avec les mots, d'en jouer avec l'humour, d'en jouer avec les blagounettes. Et il a été surpris, je crois, aussi que je lui fasse ce ping-pong avec lui en disant bravo Michel de jouer avec l'humour, parce que c'est aussi une façon de faire. Et non, c'était une super séquence dont je pense tous les trois, et la prod qui était là, on se souviendra longtemps. Ouais, absolument. Merci d'être venu sur cet épisode. Qu'est-ce qu'on a arrêté de faire, qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus? Qu'est-ce qui a évolué en fait sur la manière dont on accompagne aujourd'hui les hauts potentiels? Ah mais il y a plein de choses qui ont évolué, parce que la psychologie a oublié pendant des années à s'inquiéter et à se préoccuper uniquement de la souffrance et de la pathologie et des troubles, à décortiquer en long, en large et en travers qu'est-ce qui pouvait faire souffrir, à mettre en place, pour moi, ces psychothérapies du siècle dernier. Assez longue, et je me permets d'interrompre, où souvent j'ai entendu, mais oui, moi j'allais voir un psy et j'avais l'impression que d'être HP, c'est d'être malade. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on fait de l'archéologie de la souffrance. Tu vois, c'est comme un archéologue, on passe son temps à gratter, on ressort des vieilleries en disant « Ah, cette vieillerie est peut-être la cause de tous vos soucis, abracadabri, abracadabra ». Mais une fois que la pierre est sortie, tu la regardes, tu te dis « Ok, mais so what ?» D'autant qu'on sait très bien avec la psychologie des neurosciences cognitives contemporaines qu'on ne peut pas avoir de souvenirs bruts. Tout est reconstitué. Donc de toute façon, c'est une aberration cette affaire-là. Que le passé nous construise, personne n'oserait dire le contraire de cette évidence humaine et cette évidence tout court, cette évidence du monde. Bien sûr que le passé nous construit, mais le passé ne nous définit pas. Et ce qui est important, c'est comment on va mobiliser les ressources qui sont en nous aujourd'hui. Et même si on n'en a plus conscience, parce que précisément on a souffert et que c'est recouvert par des strates de difficultés, des années de mode de fonctionnement pour se protéger de ceci ou de cela, eh bien en grattant, et ça va être le boulot du psy, mais c'est pas gratter dans le passé, c'est gratter les strates pour pouvoir relier les ressources de la personne et que lui donner la possibilité de les activer dans l'ici et maintenant de sa vie. Je crois que l'accompagnement d'un HP, d'un zèbre, quel que soit le nom qu'on leur donne, comme n'importe quel type d'accompagnement, ça doit être du cousu cœur, cousu main. D'accord, cousu cœur, c'est joli. Mais oui, mais parce que c'est pour ça que je prône beaucoup, moi, la psychologie intégrative, cette nouvelle psychologie où on ne doit pas, nous les psys, s'enfermer dans une seule théorie, une seule compréhension et une seule pratique thérapeutique, au risque, à notre tour,
quel que soit le patient, qu'il ait 5 ans ou 85 ans, quelle que soit la difficulté qu'il ait ou le profil qu'est le sien, de l'enfermer à notre tour dans notre grille de compréhension. Parce que si tu as une théorie que tu vois un patient, tu ne vas le comprendre que comme ça. Oui, bien sûr. Tu vois, et au risque de la personne globale, justement, et de tout ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est à ce moment-là de son histoire. Et donc, nous, les psys, c'est pour moi, mais de l'ordre de l'évidence, qu'on doit avoir des formations multiples, des connaissances élargies de la psychologie humaine. Notre boulot, c'est d'aller voir... C'est un travail d'orfèvre, en fait. Exactement, c'est un travail d'orfèvre. C'est hyper important. Et surtout, quels sont les puits avec les ressources. Et je rebondis sur ce que tu disais, d'avoir, nous, psy, d'avoir, dans tes propos, d'avoir différentes formations. De ne pas avoir qu'une seule formation, donc de s'ouvrir à d'autres types perspectives, perspectives ou types d'accompagnement. Ça me fait penser à ton livre sur Tout est juste là, quand tu parles beaucoup de méditation. Peu de psy, enfin peut-être pas sur Paris, mais il y a quand même peu de psy qui sont assez ouverts ou enclins à injecter ce genre d'outils à leurs patients. Toi, j'ai un sentiment que tu l'utilises beaucoup. Je l'utilise beaucoup, mais je vais là encore te révéler pourquoi. J'utilise beaucoup parce que en fait... il y a longtemps de ça, il y a peut-être une vingtaine d'années déjà, en particulier avec ces profils de haut potentiel, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes, je m'étais rendu compte que ces gens-là, ils ne respiraient que en eux, de leur corps, que par la tête. Et qu'il n'y avait rien qui descendait jusqu'au ventre, tu vois. Comme s'il y avait une espèce d'apnée et de contrôle permanent et de besoin d'être tout le temps sur le qui-vive. Et combien de fois je me suis, tu vois, ça me donne la chair de poule de te le dire, je me suis entendue dire à mes patients, mais posez-vous là, posez les mains sur la coudoir, ressentez vos mains posées sur la coudoir, vous ne respirez que par la tête. Et puis il se trouve que la vie a bien voulu mettre sur mon chemin une rencontre avec la méditation de pleine conscience, qui est cette forme de méditation contemporaine, validée scientifiquement, qui n'a rien à voir avec la spiritualité, la religion ou toutes ces formes-là. C'est vraiment autre chose. Tout à fait. Quand j'ai fait mon premier stage de méditation, mais par hasard, vraiment par hasard, ou par nécessité, on ne sait jamais très bien. Tu l'as fait où, en France ? Non, pas du tout à l'étranger, mais au cours d'un voyage, je ne savais pas du tout... Oui, je ne savais pas du tout, aux Philippines très exactement, et qui est un pays qui me fascinait pour des tas de raisons. C'était un voyage de psy, de thérapeute pour aller rencontrer des thérapeutes philippins qui avaient une approche différente. Je ne savais pas du tout que c'était de la méditation, et tout d'un coup, on s'est retrouvés de l'aube au coucher du soleil, assis dans une pièce moderne, éclairée par des néons, alors que dehors, il y avait des plages magiques, idylliques, avec des palmiers et une mer turquoise, et on nous a dit meditate. Et là tu dis sorry but meditate exactly what do you mean, tu vois, qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi méditer? Et là tu as un thérapeute philippin qui te regarde très droit dans les yeux et qui te dit c'est par le silence que j'enseigne. Ah, thank you very much. Ah, thank you. Et donc tu te retrouves comme... Mais c'était dingue. Mais c'était tellement étonnant. Et les psys qui étaient avec moi, c'était pareil. Donc on était 23 quand même. On s'est retrouvés pendant 10 jours, assis sur ces chaises inconfortables, les yeux fermés, à rien. Enfin, pour moi, je n'avais rien, tu vois. Rien. Tu ne croyais pas au processus à ce moment-là? Mais c'est-à-dire que je ne savais pas si je croyais pas. Je n'avais aucune prise à l'intérieur de moi pour comprendre ce que j'étais en train de faire ou pas faire. Donc je me suis acharnée, j'ai fait énormément d'efforts pour essayer de sentir ce que je ne ressentais pas. Non mais c'est vraiment ça. Tu vois? Hyper difficile. Incroyable. Une volonté, une motivation. Mais incroyable. Incroyable. Sauf que je suis sortie de là, Claire, mais je ne sais pas comment dire. C'est comme si tout d'un coup, on avait allumé le monde. C'est comme si tout était devenu en couleur. Alors, il se trouve que pour des tas de raisons, mon mari était avec moi, qui n'est pas plus thérapeute que moi, je suis danseuse étoile. Enfin, à l'époque, en tout cas. Et j'ai regardé ce mec avec qui, quand même, je vais fêter cet été mes 30 ans de mariage, avec qui je suis depuis 32 ans, et là, ça faisait déjà 20 ans qu'on était ensemble.
Je les regardais, mais comme si je l'avais rencontré hier, tu vois. Ah oui. Mais je dis, waouh, tu vois, Waouh. tu vois. Mais tout a changé, je peux pas te dire quoi. Incroyable. Et alors, quand même, comme je suis quelqu'un d'occidental, de scientifique, de par ma formation, Cartésien. c'est ça. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais c'est quoi cette espèce de truc de malade, quoi. Tu vois. Mais tous, on se regardait tous, les 23 psys, comme si c'était, mais je t'assure, je pense que ça aurait été très étrange à observer, tu vois. On avait été transformés. Presque Comme magique. mais comme si on était passé dans une espèce de produit là, dans lequel on nous aurait trempé. Et tu sais, comme les Dupont qui ont les cheveux qui poussent bleus, là, tu vois. Oui, tout à fait. Bah, tout d'un coup, on n'était plus les mêmes. Pourquoi, comment, on ne savait pas, mais on n'était plus pareil. Et alors, du coup, la difficulté, c'est de comprendre. Non, c'était génial. Parce que quand on est rentré en France, bien sûr, on s'est renseigné. Et du coup, on a découvert cette fameuse mindfulness, qui est cette forme de méditation qui a été mise au point et validée par le docteur en biologie moléculaire John Kabat-Zinn aux États-Unis, et qui lui aussi l'a testé par hasard d'ailleurs, hein, c'est marrant, à l'hôpital, et qui en a vu des effets tellement considérables, parce que lui faisait de la méditation bouddhiste, donc rien à voir. Ouais. Et il s'est dit, mais c'est quand même dommage que tous les bienfaits de cette méditation ne soient pas amenés à tout le monde. Donc il a tenté ça dans des hôpitaux, auprès des soignants qui vivent des états de stress, et on le sait bien maintenant en France aussi, inouïs. Et en voyant les résultats spectaculaires, il s'est dit, mais c'est dingue. Et comme ça, le savent très bien le faire les Américains, ils ont passé ça dans des tas de moulinettes, d'expérimentation, de validation et d'équipes, parce qu'il faut beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour faire des trucs pareils. Et John Kabat-Zinn en a extrait un protocole très précis, tu vois, qui est une façon de s'entraîner, d'appliquer et d'apprendre ces formes de méditation. Et donc, du coup, il y a un programme qui est très codifié, tu vois. Et ça finit par arriver en France. Et donc, nous, quand on est rentré de ce fameux voyage aux Philippines, en ayant fait un truc invraisemblable qui nous avait changé la vie, quand je dis on, c'est que Alain, du coup, mon mari, qui venait d'un autre monde, s'est complètement embarqué. Oui, et puis c'est lui qui s'est embarqué tout seul. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il fait énormément de choses avec tout ça. Et moi, ça m'a changé, bien sûr, je l'ai dit, mon couple, ma façon de vivre, etc. Mais ça m'a totalement changé ma posture thérapeutique. C'est-à-dire que, alors c'est drôle, je peux le dire, c'est qu'au début, j'étais vexée. Tu sais, mais oui, mais attends Claire, je pensais que j'étais une fille géniale, moi, d'avoir compris que le corps était une dimension hyper importante chez les hauts potentiels, et que si je passais pas par le corps, parce que tout ce que je faisais en fait, c'était des exercices de mindfulness, c'est des exercices de méditation sans le savoir. Tu vois, je faisais de la prose comme Monsieur Jourdain, moi. Et donc je pensais que j'étais une fille géniale, tu vois, hyper créative, hyper inventive, et puis je voyais bien que ça marchait. Et quand j'ai découvert, tu vois, comment étaient foutus ces programmes, je me suis rendu compte que tout ça, non seulement était très développé, mais était très validé scientifiquement. Alors, je le dis comme ça, mais bien sûr que j'étais très rassurée, et que du coup, ça n'a fait qu'alimenter, tu vois, mon bagage thérapeutique. Et moi, mon corps aujourd'hui, si tu veux, je suis tellement entraînée à ça, c'est-à-dire que la méditation, cette forme de méditation, elle est archi simple, je peux l'expliquer en 2 mots. C'est simplement se poser, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Tiens, un peu comme si tu faisais ta météo intérieure, tu vois. Tiens, tu peux le faire même pendant que je te le dis. Tiens, quel est l'état de mes pensées? C'est quoi mes pensées qui sont en train de m'agiter, qui vont, qui viennent? Tiens, est-ce que j'ai des émotions là, tout de suite? Tiens, et mes ressentis corporels, qu'est-ce que c'est? Tu vois, comme si tu mettais une espèce de jauge, tu vois, tu vas prendre la température, puis tu l'enlèves, et puis tu reviens, tu vois, c'est une espèce de stop, je m'arrête, file, je ressens, hop, go, je repars dans ce que j'étais en train de faire. Tu vois, et donc moi j'entraîne beaucoup mes patients à faire ce stop, file, go, tu vois, ces espèces de petites prises de température qui permettent d'être beaucoup plus... Dans le moment présent. Oui, dans le moment présent, mais aussi être beaucoup mieux dans le discernement de ces pensées, par exemple, là pour les HP, pour les zèbres, c'est énorme, ces pensées qui nous tournicotent dans la tête non-stop, tu vois, qu'on suit et avec lesquelles on s'embarque et on s'embarque et on s'embarque et on s'embarque, et tout d'un coup on se retrouve à 1000 milles de toute terre habitée, avec toute l'anxiété ou toutes les interrogations qui vont avec, ou toutes les émotions qui y sont associées, parce qu'on ne peut pas penser sans émotion. Et quand on prend cette habitude, cette espèce d'hygiène presque de vie, tu vois, quotidien, mais plusieurs fois par jour, de ressentir, à ce moment-là, tu as beaucoup plus de facilité, pas tout le temps bien sûr, mais à discerner
les pensées qui t'assaillent, qui t'accablent, qui te tiraillent, qui t'attaquent, qui te persécutent. Tu vas dire, eh oh, je t'ai vu toi, je te connais toi cette pensée-là, ça va, passe ton chemin. Tu vois, un peu comme si on regardait les nuages dans le ciel et qu'on les laisse passer. Vous n'êtes pas obligé de me déclencher un orage sur la tête. Vous pouvez juste passer. C'est une belle image ça. Tu vois, vous n'êtes pas obligé de me déclencher un orage sur la tête. On a souvent envie de dire ça. Tu vois. Et puis comme une émotion, on dit, ah, tiens, c'est toi la peur, je ressens bien ce que tu me fais dans mon ventre, je te reconnais. Tu vois, donc d'être beaucoup plus dans cette connaissance de soi finalement. Dans l'écoute de son corps. Oui, et puis du coup, au lieu d'être envahi de façon complètement automatique, complètement inconsciente sur un plan de l'inconscient quotidien, parce que quand même, ce que disent les études, c'est que à peu près 80% de notre mode de fonctionnement dans la journée est inconscient. Tu vois, ce sont des habitudes de fonctionnement. Si on voit quelque chose, on pense toujours à peu près la même chose. Si on est dans une situation, on réagit toujours à peu près de la même façon. Si quelqu'un nous dit un mot avec un certain ton, c'est les automatismes, on a toujours la même émotion. Et on fonctionne comme ça parce que c'est beaucoup plus facile pour notre cerveau. Sauf que c'est les 20% qui restent qui sont les plus intéressants de la journée. C'est-à-dire que c'est les 20% sur lesquels on a une prise. Tu vois, c'est les 20% sur lesquels on est beaucoup plus libre. Et donc, plus on s'entraîne à la pleine conscience, plus on augmente notre espace de liberté. Et plus on peut choisir. Tu vois, et c'est ça qui est absolument passionnant. Et moi, je te dis, moi, par exemple, qui me suis très entraînée, dans mes prises en charge thérapeutiques, mon corps est une antenne. C'est-à-dire que j'écoute ce que me disent les gens, mais quand quelque chose est en train de se passer chez eux, ça vibre dans mon corps, je le sens. J'ai la chair de poule. Tu vois, je te l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois, tu as la chair de poule. En consultation, c'est comme ça. Et le corps ne ment jamais. Donc tout d'un coup, j'arrête le patient, je dis, oups là, mais qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Mais comment tu l'expliques ça? C'est quoi? C'est le champ énergétique? Non, rien à voir. Rien à voir, c'est le fait, c'est comme si tu fais tes gammes sur un instrument, si tu veux. Moi, du coup, mon instrument, c'est mon corps. Et je l'ai tellement entraîné qu'il devient sensible à la moindre variation émotionnelle. Et quand tu développes, et quand tu es psy, c'est quand même la moindre des choses, tes capacités d'empathie, tu vois, de ressentir les émotions des autres, et ben je les ressens, je les décode, et puis surtout je les ressens, et ça c'est très important pour les hauts potentiels, je les ressens en pouvant faire le distinguo entre ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient à moi. Tu vois, et donc de ne pas être envahi par les émotions des autres et tout d'un coup me mettre dans la position du sauveur ou devenir totalement triste et abattu parce que mon patient ou la personne en face vit quelque chose de difficile. Je le ressens que c'est difficile, je souffre sur cette part de moi qui ressent. Mais ça me donne l'indication parce que je sais bien que moi mes émotions ce ne sont pas celles-là. Tu vois, c'est rangé en fait. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'une certaine façon d'envahir le territoire émotionnel de l'autre. Ça lui appartient ces émotions. Tu vois, et ça je l'apprends beaucoup tu vois, dans l'accompagnement aux adultes à haut potentiel, de discerner. Et c'est ça aussi, la pleine conscience m'aide beaucoup en termes de technique, de les entraîner à ressentir pour justement, beaucoup s'en plaignent en disant mais oui, mais moi je suis toujours envahie des émotions des autres, du coup je peux pas, je suis toujours triste, je suis toujours angoissée. Mais ce sont les émotions des autres, ce sont les émotions des autres. Et on ne peut aider, tu sais, c'est comme les trucs dans les avions, où on te dit en cas de dépressurisation, il faut d'abord te mettre l'oxygène sur le nez avant de tenter d'aider les autres. C'est pareil. Il faut d'abord discerner quelles sont tes propres émotions et t'entraîner à les repérer avant de pouvoir discerner et ressentir celles des autres et pouvoir l'aider. Mais si tu es envahi, qu'est-ce que tu veux aider les autres? Bien sûr. C'est impossible. Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Jeanne, pour conclure, toi qui participes énormément depuis de nombreuses années à faire connaître les particularités, les caractéristiques des hauts potentiels, justement pour faire avancer les choses dans cette société, j'aimerais avoir ton point de vue sur une des séries qui vient de sortir et qui fait un carton d'audience sur TF1 avec plus de 10 millions de téléspectateurs. C'est sorti hier soir. C'est une fiction sur TF1 qui s'appelle HPI, avec Audrey Fleurot qui incarne le personnage d'une personne à très haut potentiel. Là, on peut dire très haut potentiel, puisque dans la série, ils disent 160 de QI. C'est le max qu'on peut avoir sur les échelles. Ouais, c'est ça. Ça n'existe jamais dans la vraie vie. Du coup, tu l'as regardé? Mais bien sûr que je l'ai regardé. Comment veux-tu que ma curiosité ait pu s'être étouffée? Bien sûr que oui, je l'ai regardé. Alors, je l'ai regardé
beaucoup en ont parlé sur Internet, dans les groupes de zèbres, de surdoués, de machin, de ceci, etc. Eh bien, écoute, très sincèrement, Audrey Fleurot, d'abord, elle est HP elle-même, déjà, donc ça aide pour se mettre dans la peau du personnage, et ça se sent. Tu vois, ça se sent qu'elle joue, bien sûr, et qu'elle joue très bien, mais qu'en même temps, elle sait de l'intérieur de quoi elle parle. Bien évidemment, c'est la télé, et qu'il faut que ça plaise au plus grand nombre, et donc, bien évidemment, c'est caricaturé. Puisque là on est quand même plus sur le versant un peu du génie, tu vois, de cette capacité à comprendre des choses incompréhensibles, mais qui n'est que l'exagération du même. Oui, c'est des traits grossis. C'est des traits grossis, mais ce sont des vrais traits. Et moi je trouve formidable, que ça soit une femme. Pour une fois. Oui, c'est vrai. Mais oui, que ça soit une femme. Mais youpi, que ça soit une femme. 2, que justement, elle n'ait pas réussi à avoir un parcours académique classique parce qu'elle supportait pas l'autorité, qu'elle avait besoin de dire ce qu'elle avait besoin de dire au moment où elle avait besoin de le dire, qui est quelque chose qu'on entend tellement chez les HP, mais que avec des émotions toujours à fleur de peau, avec cette façon de discuter avec ses enfants qui est invraisemblable et qu'on entend peu dans les familles ordinaires, avec son rapport aux autres qui est à la fois très brusque et très tendre. Oui, oui. Et donc avec toute cette sensibilité qui se manifeste, et écoute, très sincèrement, moi j'étais heureusement surprise et je suis ravie qu'on parle du HPI sous cette forme-là. Ça me va. Oui, ça te va. De toute façon, l'essentiel c'est aussi d'en parler. Mais bien sûr, d'en parler, et puis pas d'en parler de façon grossière, au sens de grossir des traits de la mauvaise façon. Là, les traits sont grossis, mais ils sont grossis dans le bon axe. Oui. Tu vois, les curseurs, ils sont poussés. Tu vois, comme un son qui est trop fort, mais le son, à la base, il est bon. Et bien là, c'est pareil. Les curseurs, ils sont poussés très fort, très loin de la plupart de la réalité, mais ils sont poussés dans le bon sens. Oui, d'accord. C'est voilà. très clair. La musique, à la base, est bonne. La musique est bonne. Bon, Jeanne a dit la musique est bonne. Et la musique est bonne. Merci. Avec Jeanne, c'est toujours le soleil, en fait. D'ailleurs, tu es en jaune aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, tu es hyper solaire, tu souris tout le temps, ça apporte beaucoup de joie. Et en fait, je trouve que quand tu parles de faire avancer la psychologie, moi, j'entends toujours que c'est une psychologie moderne que tu as. Et qui apporte, en fait, aussi ce côté optimiste, joie, en permanence. Oui, mais ce qui ne veut pas dire que, tu vois, que la psychologie contemporaine, c'est une psychologie où il faut être toujours dans le youpi, youpla boum. Parce que ça, c'est vraiment le mauvais curseur. C'est le très mauvais curseur de la compréhension de la psychologie aujourd'hui. Il ne s'agit pas de tout voir en rose, mais il s'agit de voir aussi les choses qui vont bien. Et c'est pas du tout pareil. Merci Jeanne pour tous ces éclairages. Alors on va terminer par ton actualité. Donc tu viens d'écrire un livre et c'est ton numéro combien ? Je sais pas. Tu comptes plus là. 9, 10 ? 9, 10, ouais. Je sors un bouquin que j'ai coécrit avec mon ami et psychiatre Jean-Christophe Seznec, qui s'appelle « Grandir, vivre, devenir ». Et c'est un livre que j'ai adoré écrire, mais j'ai pris un plaisir inouï, parce que sur une idée de Jean-Christophe, c'est pas mon idée du tout, on s'est écrit. D'accord. On s'est écrit, tu vois, qui est quelque chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui. On s'est écrit des lettres pendant le confinement sur ce qu'on avait appris, sur ce qu'on avait compris, sur ces 3 grands verbes de la vie. Comment on grandit, comment on vit, et puis comment on devient. Et comment on devient grand, comment on devient adulte, est-ce qu'on devient grand, et puis comment on aborde d'autres parties de nos vies, comment on aborde la vieillesse, qui est quand même un sujet aussi important. Enfin, tu vois, donc le fil de la vie. D'accord. Et on s'est écrit du mois de mai, avant la sortie du confinement, du premier confinement, jusqu'au mois de décembre. Ah oui, sur une longue période quand même. Oui, sur une longue période. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on ne s'est jamais parlé. Non mais tu vois, on aurait pu se parler pour se caler, en se disant bon bah alors ok, pour se dire alors mais tu penses qu'il faudrait aborder quoi ou je sais pas quoi. On s'est laissé porter par ce cheminement de s'écrire et du coup à dévoiler des parties de nos vies aussi, des choses qu'on n'avait jamais dites et l'un et l'autre, mais du coup sous une forme très, très intime. Oui. Donc c'est un livre très intime. Très confidence. Très confidence. D'accord. Ouais. C'est un livre que j'aime beaucoup. Super, on a hâte. C'est au mois de mai, tu as dit 19 mai. Le 19 mai, ok. La date est prise, donc je vais lire encore un énième bouquin. Merci Jeanne d'avoir accepté avec autant de générosité de cette interview.
Et puis, est-ce que tu as un mot, tu veux ajouter quelque chose, un message particulier pour tous ces HP? Écoute, déjà, infiniment merci parce que comme tu le sens, comme tu le sais, pour me connaître un peu, c'est quelque chose dont j'aime parler, que j'aime cette idée de transmettre, de communiquer, de partager. Je crois que c'est vraiment ma mission et mes valeurs principales de vie. Et puis aussi, je voudrais dire aux zèbres de tout poil d'avoir le courage d'être eux-mêmes et que c'est ça qui change tout. Merci, avoir le courage d'être eux-mêmes. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Jeanne Siofachin. Je ne sais pas vous, mais moi je vais courir acheter son dernier livre, Grandir, vivre et devenir, car il sort dès demain. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen pour qu'Atypique People perdure est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Et découvrez toute l'actualité du podcast en vous abonnant au compte Instagram d'Atypique People, atypique_people. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain avec l'interview du médecin le plus célèbre de France. Il a lui aussi été testé par Jeanne. Il s'agit de Michel Simès. En attendant, n'oubliez jamais que la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse. Alors, croyez en vous. Je vous embrasse.